Oui, On lance, attends. euh, oui, Bonsoir à tous, marhaba bikoum. On se retrouve après une petite absence sur Prisma. On profite du confinement pour occuper un peu le temps par l'injection d'un contenu. Euh, il y aura une série d'émissions ou là, de live thématiques sur sur la question du féminisme ou la question de l'égalité homme-femme. Je précise bien égalité juridique homme-femme. Après, d'autres émissions sur la question de la sécularité et des émissions sur l'économie. Donc aujourd'hui, on repart sur une série. Donc ce sera la première émission d'une série d'émissions qui seront consacrées à cette question d'égalité. Je précise encore une fois, égalité juridique homme-femme. L'idée, c'est de faire comprendre et de remettre aussi cette question du féminisme dans le contexte algérien, de remonter un peu l'histoire pour comprendre d'où vient le combat de la femme algérienne pour l'égalité des droits, et avec des séquences historiques, euh, se focaliser peut-être sur des périodes plus que d'autres. Pour ce faire, j'ai le plaisir ce soir d'inviter, enfin, d'être, d'avoir trois invités, enfin, deux invités, une animatrice qui sera chargée, enfin, qui va animer ce débat. Je commence par Madame Feria Lalami, qui est militante féministe, membre d'Appel Égalité. Donc, je précise, Appel Égalité, c'est une association féministe créée en 89 en France. Il travaille sur la question des droits de la femme algérienne en France et en Algérie, parce que les conséquences, il y a des conséquences en matière de droits, même pour les Algériennes résidentes en France ou des Algériennes binationales aussi. Peut-être Madame Lalami va nous expliquer un peu plus par rapport à cette association. On aura aussi Madame Akhrouf Senhaja, militante politique, féministe, engagée, très connue dans les réseaux militants parisiens. Ce débat sera animé par Madame Trin El Hanan, qui est journaliste, qui sera là pour faire cette animation. Donc, sans trop tarder, je vais laisser peut-être à nos invités de se présenter, après Hanan de prendre la parole pour faire l'animation. d'accord, merci Wahel. Madame Lalami, c'est juste voilà, une présentation rapide pour mettre un peu le décor. Alors, vous l'avez déjà dit, donc je suis membre d'une association qui existe depuis 30 ans et nous nous sommes constitués en France pour faire connaître d'une part les luttes des Algériennes contre le code de la famille, qui date de plus de 40 ans, et par ailleurs pour orienter et faire connaître les effets de ce code de la famille sur les Algériennes résidentes en France, d'autre part, mais aussi sur les binationales et même sur les Françaises, par exemple, si elles sont épouses d'Algériens ou d'autres catégories. Donc, on a constaté, à partir des cas qu'on recevait, que soit en matière de divorce, soit en matière d'adoption, soit en matière d'héritage, les femmes pouvaient subir durement les conséquences du code algérien de la famille, alors même qu'elles vivaient en France. Très bien. Oui. Peut-être Senhaja, la même chose, une petite présentation rapide. Oui, rapide. En fait, moi, j'étais dans des associations de femmes algériennes, l'association l'AEF, l'association pour l'égalité des femmes. J'ai quitté l'Algérie dans la décennie noire. Et très vite, quand je suis arrivée en France, avec des camarades, des copines, on a monté une association qui s'appelait Pluriel Algérie. Cette association s'occupait notamment de l'accueil des femmes qui subissaient le terrorisme
notamment le terrorisme intégriste en Algérie. Donc, quand on pouvait les accueillir, les informer pour leurs droits, en fait, un principe de solidarité. Ensuite, les années passent et cette association n'avait plus, en fait, d'existence. D'abord, sur le plan, il y avait de moins en moins de femmes qui venaient dans ce cadre-là, et donc on l'a dissous. Et moi, j'ai adhéré à Appel Égalité parce que il me semblait que c'était important qu'on renforce nos forces, qu'il n'y ait pas 3 personnes par là, 6 personnes par là. Et j'ai fait la démarche de rejoindre Appel Égalité. Et je suis membre fondatrice de l'ACDA qui inscrit parmi les associations algériennes qui inscrit l'égalité entre hommes et femmes dans sa charte fondatrice. Très bien. Merci, Sanhaja. Donc voilà, moi je laisse peut-être voilà, la main à mon ami Hanan. Donc qui va charger, voilà, peut-être une présentation, après je te laisse voilà, charger. Moi, je me mets derrière dans la technique. Voilà. Oui, merci Wahab. Donc on va commencer directement, je pense, pourquoi nous sommes ici, pourquoi on lance ce débat-là. Parfait. Donc, il faut savoir que depuis le Hirak, il y a un carré féministe qui s'est vraiment imposé dans le Hirak, et pas que. Le slogan a été très fort depuis le début et qui nous a beaucoup parlé, c'était nos droits, c'est tout le temps et partout. D'ailleurs, il y avait la sociologue Fatma Oussedir qui avait dit dans une interview dans le monde diplomatique, nous existons. Nous sommes dans la photo du Hirak. Voilà. Donc, ça a pris une forme décomplexée que les gens n'ont pas compris parce que oui, c'est les femmes s'affichent plus, les femmes s'affichent et la révolution du sourire, le féminisme par ce moyen-là de s'afficher. Mais non. En fait, cette décomplexion n'est pas seulement dans le fait que les femmes se sont affichées, mais c'est aussi par la volonté de renouer avec leur histoire, leur lutte. Et puis elles se sont carrément réapproprié ce terme de féminisme parce qu'il avait disparu à un moment. Et là, il revient en force. Mais il est aussi très fortement contesté, très fortement attaqué. Et pourquoi ? Il a une histoire, ce mot. Et il n'existe pas depuis aujourd'hui. Et on veut savoir. Donc là, l'ami, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les femmes algériennes contre le code de la famille » où vous expliquez justement d'où vient ce mot, comment ce mot a été approprié en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'en Algérie que la dénomination de féministe est attaquée. Jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, eh bien, les féministes sont parfois caricaturées, elles sont attaquées ou moquées. Donc, ça n'est pas propre du tout à l'Algérie et d'où ça vient? Ça vient d'une incompréhension du contenu du concept. En fait, ceux qui attaquent les féministes en tant que telles, celles qui s'affirment en tant que telles, pensent soit que les féministes font la guerre aux hommes, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'hostilité, soit qu'elles veulent prendre la place des hommes, parce que pour eux, l'égalité, ce serait prendre le pouvoir et tous les privilèges des hommes. Or, en une phrase, on sait très bien qu'il n'en est rien. Le féminisme, c'est d'abord une lutte contre des discriminations très importantes à tout point de vue, économique, social, politique, qui font que les femmes sont souvent dans des situations d'infériorité. Et le féminisme, c'est la volonté donc d'un changement social pour un mieux, pour une société plus égalitaire et qui profiterait à tous et à toutes,
et en particulier aux personnes les plus défavorisées. En Algérie, au début, c'est vrai, vous l'avez dit, je le rappelle dans mon ouvrage, qui est une histoire du mouvement féministe algérien, eh bien, les associations et les mouvements, les groupes qui se sont constitués n'employaient pas, c'est pas qu'elles hésitaient, elles n'employaient pas le terme de féminisme. Elles disaient, nous faisons partie du mouvement pour les droits des femmes, pour l'égalité. Et on a senti une évolution quand quelques associations ont soit changé leur nom en intégrant le terme de féministe, soit quand les militantes elles-mêmes se proclamaient comme féministes, c'est-à-dire que elles avaient suffisamment travaillé, ça s'est arrivé plus vers la fin des années 90, elles avaient suffisamment travaillé le discours public pour que ce soit plus admis qu'auparavant. Tout à fait, tout à fait. Excusez-moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que en plus de ce que j'ai dit au début, qui est général à toutes les sociétés où les femmes luttent, c'est qu'en Algérie, les féministes sont accusées d'être des occidentalisées, c'est-à-dire que c'est un mouvement importé de l'extérieur et pas une émanation, on reviendra dans la discussion au fur et à mesure, et pas une réelle émanation de la société algérienne elle-même, des femmes algériennes elles-mêmes. D'accord. Donc, Sana Hadja, vous êtes d'accord, c'est ça. Ben oui, je partage beaucoup de choses, malheureusement ou heureusement, avec Feriel, donc il ne risque pas d'y avoir là de divergence. Juste complémentarité peut-être. Moi, j'ai envie de dire que la question des femmes, c'est la matrice de la question démocratique. Ça a toujours posé problème. Et moi, je remonte à la révolution soviétique, quand Staline a pris le pouvoir. Il disait que quand il y aura le communisme, il y aura l'égalité entre hommes et femmes. Et partout, toutes les histoires, toutes les révolutions, je veux dire, c'est pas propre au Hirak. C'était pour rebondir sur le Hirak. Pardon ? Oui, non, je vous écoute. Ouais. Oui, pour rebondir donc sur le Hirak, c'est pas propre, comme elle disait Feriel, l'Algérie. La question des femmes, elle a toujours été un peu... c'est ça qui avec la question avec laquelle on mesure l'avancée démocratique. Pas l'avancée toute seule. Je ne suis pas sur une vision occidentalisée, mais sur la question démocratique très large, c'est-à-dire de l'Occident à la Chine et en passant par l'Amérique latine. Ça a toujours été le nœud qu'il fallait soit préserver, ne pas toucher, soit pour avancer, il fallait le mettre en avant. Et c'est pour ça on pense que la question, par exemple, pour combattre les conservateurs, pour combattre le pouvoir qui est très conservateur, parce que le pouvoir, il faut savoir que peut-être elle reviendra sur le code de la famille, c'est pas les islamistes qui l'ont mis. C'est quand même un pouvoir qui était à la fois qui venait dans les réceptions en France et aux États-Unis et en Algérie, il imposait un code de la famille, c'est-à-dire depuis 84, même si ce code, la tentative d'un code de la famille, juste après l'indépendance, l'idée d'encadrer les femmes est venue juste après l'indépendance et finalement il a vu le jour en 84. Et après, la chose sur laquelle j'insiste, aujourd'hui, on assiste à des débats stériles. Celui-là, il est conservateur, celui-là. Moi, je pense qu'on peut mesurer quelqu'un qui est ne peut pas être démocrate s'il n'est pas pour l'égalité entre hommes et femmes. Et égalité claire, pas l'égalité entre citoyens et citoyennes, bien sûr. Il faut avoir des mots pour ne pas choquer notre société, etc. C'est important de réfléchir à tout ça, de ne pas être que dans des slogans, parce que l'égalité homme-femme, c'est aussi une pratique.
nous avons vu beaucoup de démocrates dans les réunions, démocrates dans la rue, et quand ils rentrent chez eux, c'est les pires conservateurs. Donc la question des droits des femmes, c'est une question fondamentale pour construire une démocratie, et c'est une pratique au quotidien. Ah, bah d'accord, là, ça mérite d'être clair. Donc, on va parler justement de ce code de la famille, parce que bon, les femmes ont toujours lutté en Algérie, bien avant le code de la famille. Mais on va dire que leur lutte s'est concentrée sur ce code de la famille à un moment. Moi, ce que je veux, la question que je veux poser, c'est quelles sont les caractéristiques ségrégationnistes de ce code-là qui ont poussé les femmes à repenser leur manière de lutter et à concentrer leur lutte sur ce pourquoi. Quelles sont les caractéristiques en fait? Alors, d'abord, il y a eu plusieurs projets de code de la famille à partir de 1966. Juste pour une clarification, quand l'Algérie est indépendante, elle va, comme on dit, procéder à l'algérianisation de son droit. Ça va être fait pour le code civil, le code pénal, etc. Et si on compare avec les pays voisins, par exemple le Maroc et la Tunisie, eh bien, aussi bien le Maroc que la Tunisie, en même temps que les indépendances, ou pour le Maroc une année après, ils vont adopter leur code de la famille, le code de statut personnel en Tunisie et la Moudawana au Maroc. Pour l'Algérie, ça va être beaucoup plus difficile. Les premières tentatives de codification vont arriver en 1966, où il va y avoir des oppositions au sein même des instances de l'État, parce qu'il va y avoir conflit entre les conservateurs et les modernistes. Il va y avoir des débats au sein de l'université, et finalement, le président Boumedienne retire le projet. À nouveau, en 73, il va y avoir une nouvelle tentative. En 81, une nouvelle tentative de codifier. Et là, les premiers groupes de femmes s'étaient constitués et vont faire quelque chose à l'époque d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que ces groupes-là vont manifester dans la rue, vont manifester devant l'Assemblée nationale, dans la rue, et vont être rejointes par les moudjahidettes, ce qui va entraîner encore une fois le retrait du projet. Et il faut attendre 1984 pour que le code de la famille soit adopté, et c'est une conjoncture politique, je le rappelle, parce que en fait toute l'histoire du mouvement des femmes est intimement liée à la conjoncture politique algérienne. Et donc le code de la famille qui est adopté en 84, c'est un code de la famille qui très clairement instaure ce qu'on peut appeler une hiérarchie de genre. Et on le constate, bon, je vais aller rapidement, dans les points qui concernent le mariage, puisque pour se marier, une femme même majeure, la majorité en Algérie est à 19 ans, même majeure civilement, doit avoir un wali, c'est-à-dire un tuteur. Alors en 84, c'était lui qui concluait le mariage. Avec la réforme de 2005, il doit être présent. Mais le wali est toujours là. Toujours en matière de mariage, la polygamie est légalisée. Certes, elle est réglementée, mais en tout cas, elle existe jusqu'à 4 épouses. En matière de divorce, eh bien, selon qu'on est un homme ou une femme, on n'a pas les mêmes conditions de divorce. Les hommes ont un droit inconditionnel au divorce, c'est-à-dire qu'il suffit qu'ils se présentent devant le juge et qu'ils disent qu'il a envie de divorcer, le mari obtient le divorce après les formalités de tentative de conciliation. En revanche, les femmes doivent justifier de leur demande de divorce, ou alors il y a encore la possibilité, c'est ce qu'on appelle le khol, c'est-à-dire qu'elle donne une somme pour laquelle, avec laquelle elle peut obtenir le divorce. En matière de tutorat,
envers les enfants. Un homme reste le tuteur de ses enfants, quelles que soient les conditions, alors qu'une femme n'a pas l'autorité parentale quand elle est mariée. Il faut attendre qu'elle soit veuve, soit divorcée avec la garde pour qu'elle ait vraiment l'autorité parentale. Ensuite, une femme qui a divorcé n'a pas le droit de garder ses enfants si elle se remarie. Et ça, les femmes, de plus en plus, s'opposent à cette clause parce que c'est totalement injuste, alors qu'un homme qui a divorcé, s'il se remarie et qu'il a la garde de ses enfants, il les garde et il continue de les garder. Et le dernier chapitre, qui est plus délicat, c'est celui de l'héritage, dont on sait qu'une femme, il est parfaitement inégalitaire, puisqu'une femme n'hérite que la moitié de la part d'un homme quand elle est au même rang successoral de celui-ci. Donc, dans tous ces points, on voit bien qu'il y a une différence remarquable qui fait qu'une femme n'est pas l'égale d'un homme, ce qui vient en contradiction avec les principes affirmés, les principes constitutionnels affirmés, et ça s'étend à d'autres domaines ensuite. Par exemple, en matière de témoignage, il n'y a rien dans le code de la famille en matière de témoignage, mais si vous allez pour un acte administratif où on vous demande des témoins, eh bien, une femme ne peut pas être témoin comme un homme. Et il faudrait deux femmes pour un homme comme témoin. Ah ben voilà, donc normal, c'est tout à fait naturel donc que les femmes s'opposent au code de la famille. D'ailleurs, puisque vous parlez de ces luttes-là contre le code de la famille, les femmes vont s'unir justement, ce qu'elles ne faisaient pas forcément avant. Là, elles vont vraiment s'unir et elles vont constituer une coordination, ça s'appelle la coordination nationale des femmes. Comment ça a été possible, cette coordination ? Et quelles ont été ces actions, en fait? Vous pouvez nous parler de cette coordination, parce que peu de gens le connaissent, en fait, la mise. Juste avant de revenir à la coordination, parce que c'est important parce que j'espère qu'on est regardé, mais c'est pas grave, même si on n'est pas regardé, c'est d'avoir le débat. Parce que ce débat de la question des femmes, moi je reviens et j'insiste, c'est une question éminemment politique. Et tant que l'égalité n'est pas portée par tous les projets, c'est-à-dire par tous les partis politiques, clairement, ça restera une question du domaine des femmes, et on le sait, ce n'est pas propre à l'Algérie. Ça, c'est quand, dans les meilleurs des cas, on va dire c'est des combattantes, sinon c'est un truc comme dit Feriel tout à l'heure, ou alors ils veulent le pouvoir pour nous casser. Ça, c'est important qu'on est dans un moment révolutionnaire, que les gens s'approprient la question de l'égalité homme-femme. C'est pas pour nous. Parce que moi, je le vois dans ma famille, et je pense que c'est le cas de beaucoup de familles. Combien d'hommes qui sont malheureux de vivre dans une société où les femmes ne sont pas épanouies, donc ils ne sont pas épanouis. Les mêmes hommes, vous les emmenez en Tunisie, et il y en a des centaines, moi je suis de l'Est, ça ne leur pose aucun problème que leurs femmes aillent s'asseoir dans un café. Donc ces mentalités qui sont en train là d'être un contrôle pour montrer qu'un vrai homme, c'est celui qui tient sa femme, il faut que ça change. Si ça ne change pas, on aura beau avoir la constitution la plus moderne, ça sera la pratique, ça sera très archaïque. Il faut que les gens s'approprient la question de l'égalité homme-femme. Je le redis encore, dans le quotidien, c'est une pratique au quotidien. On le voit de plus en plus, la société à la fois, elle s'est de plus en plus islamisée ou devenue bigote, c'est plus ça d'ailleurs, parce que le courant islamiste politique, à mon avis, il est très affaibli. Mais par contre, les islamistes ont
ont perdu la bataille militaire, mais ils ont gagné la bataille idéologique. Mais en même temps, c'est ce qui est paradoxal quand on connaît très bien l'Algérie, la société, de plus en plus des femmes occupent l'espace public, ce qui n'est pas rien. De plus en plus des femmes occupent les universités et c'est ça qui va changer fondamentalement les mentalités. Encore une fois, c'est une pratique et qu'il faut que les gens se décomplexent pour se l'approprier. Ça, c'est très important. Et dans ce cadre-là, de ne pas voir, par exemple, quand vous avez parlé tout à l'heure du carré femme, qui avait vraiment posé problème et débat. Pourquoi c'est pas le moment? Ça divise c'est comme Famazir, tout ce qu'il faudrait que nous gardons khawa, c'est-à-dire حنا حبينا نخرجوا الافلال والار ان دي باش نقعدوا خاوا ونمشيو برك هكذاك في طريق نديروا من باب الواد لابوست اكسيتيرا. نو ا مومون دوني لازم نطرحوا القضايا السياسيه، لازم نحطوها في المجتمع. هذا الحراك ما نبقاوش غير ماشيين صفا والمروه باش اللي ما راحش للحج يديرها ما بين باب الواد ولا بوست. Non, la question qui a été posée par les femmes est une question fondamentale. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas construire une démocratie sans qu'il y ait la revendication des femmes. Et à partir de ce moment-là, des femmes qui se connaissaient, parce que c'est pas la première coordination, hein. Les coordinations ont eu lieu, moi j'ai participé à la première coordination qui a eu lieu en 91, une grande 89 le lieu là, enfin dans une des salles de la PUI, où il y avait de toutes les associations au niveau national, de Wahran jusqu'à Annaba en passant par Tizi Ouzou. Donc ça existait cette culture de coordination, des tentatives de coordination. Ça, c'était pendant la période de la récréation, j'ai envie de dire, démocratique. Après, le mouvement démocratique s'est divisé entre est-ce qu'il faut arrêter le processus électoral ou pas. Et les femmes, elles font partie de la société, elles se sont divisées. C'est tout à fait normal parce qu'elles sont dans un débat politique. Et puis, malheureusement, il y a eu Sinin el-Jamar, les années noires, qui ont fait que il y a beaucoup de femmes ont continué à résister. Ça, il faut le dire et ne pas cesser de le répéter parce que c'est aussi grâce à beaucoup de femmes qui ont résisté dans le quotidien. C'est l'instit de Boufarik, c'est l'infirmière et le médecin de Borj Bouararij, c'est l'ingénieur de Annaba qui ont continué à sortir alors qu'ils avaient des menaces de mort pour porter le hijab et le voile. Et on a vu qu'ils ont été assassinés, des femmes, à cause de ça. Et c'est grâce à ça que l'Algérie, moi je dis c'est grâce à ça, parce que certains ils disent oui, l'Algérie n'est pas tombée grâce à l'armée. Non, l'Algérie n'est pas tombée grâce à ces hommes et ces femmes dans le quotidien. Le Hirak arrive, donc il y avait cette tentative, la coordination, les associations de femmes, comme par exemple l'AEF ou Défense et Promotion, il restait ce qu'il restait, hein. Mais en tout cas, il restait dans le débat. Fatma Soumer, Fatma Soumer, il y a eu quand même Fard à Oran, il y avait plusieurs qui ne représentent pas les milliers de femmes, il ne faut pas qu'on se mente. Ce n'est pas le cas ni à Paris ni à Londres. Le mouvement féministe n'a jamais été majoritaire, il faudrait qu'on se décomplexe par rapport à ça. Et quand il y a eu le Hirak, il y a eu des tentatives de rencontres. Il y a eu la première rencontre à Saket Abedjaya, donc pour discuter de ça. Ensuite, il y a eu de comment structurer le mouvement féministe. Ensuite, il y a eu la rencontre à Oran. Il y a eu la troisième rencontre qui a coïncidé avec l'assassinat de Nabila Djahnin à Tizi Ouzou, en hommage à Nabila Djahnin pour montrer que vous avez assassiné une femme et nous, il y a des femmes qui restent debout. Et donc, il y a eu la rencontre à Tizi Rachid, la dernière qui a eu lieu en février dernier, à laquelle j'ai assisté. Et tout ça pour dire qu'on discute. On n'est pas de l'étranger, on n'est pas des femmes de l'étranger, on est en phase avec notre société. Les femmes qui sont là-bas, ماهمش مبعوثين لا من مارسيليا لا من اسبانيا، عايشين بالكوتيديان، يروحوا يخدموا كامل لا بلوبار دايوغ جو لي كوني ما عندهم لا طوموبيل لا والو، يهزوا الفرود ويهزوا البيس ويروحوا يخدموا au détriment de leur vie, c'est-à-dire la difficulté qu'elles subissent aujourd'hui. Maintenant,
ce projet ne peut se faire que si toute la société l'accompagne. Parce que le projet des femmes n'est pas les féministes en Algérie, le projet qu'elles veulent proposer, ماشي وحدهم باش يعيشوا وحدهم اللي يعطون كاين الناس يحبوا قال لك واحد الجماعه اقليه قليله بغات قال لك تدي القبائل وما هذه اقليه قليله تدي جو سي با صقها راس النساء وهذيك ما راهش نبنيو البلاد حنا نبنيو البلاد بكل افكار نديروها اونصومبل اي اون ديسكوت وممكن اليوم مينوريتير ماشي مشكل انا جو دي با كوني ماجوريتير انا نقولها لكم بكل صراحه on n'est pas majoritaire. Mais par contre, là où on est majoritaire, c'est pas forcément la majorité de la société ne demande pas forcément le code de la famille et il faut pas se leurrer. Mais par contre, la majorité de la société ne تعرفش même pas le code de la famille. تلقاه بولحيه وعنده هذيك الثقبه في راسه هذاك اللي كحل هذاك باش يصلي بزاف بصح نهار بنته تطلق ويديها لدار الشرع ويلقاها مرمده في الطرق والحقوق نتاعها كل راحت ايبان الايديولوجيه تاعو يخليها في طريق il est obligé, il subit le quotidien comme sa fille, c'est-à-dire تمرميد ومادام ما كانش حقوق النساء لا ايديولوجيه لا فيها الماكله تاع اليوم هي اللي تاخذ c'est ça qui prend le dessus sur la réalité du mouvement féministe. Le mouvement féministe est une réalité. D'accord. Merci. Moi, ce que je voudrais juste ajouter, toujours dans l'idée que c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas une étrangeté. On est là, c'est pas une étrangeté que de demander l'égalité, c'est que dans la conscience collective algérienne, la demande d'égalité est profondément enracinée. Elle remonte à la lutte contre la colonisation. Donc la demande de dignité, la demande de citoyenneté, elle est celle de elle est algérienne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit extérieur à une idée, que ça vienne d'une idéologie étrangère. Donc le problème, c'est qu'il faut l'étendre au rapport entre hommes et femmes. Et comme l'a dit Sanhaja, quand on est touché soi-même, on se rend compte de l'iniquité que peuvent provoquer soit des lois, soit des situations. Parce que bien sûr, il y a le code de la famille, qui est une inégalité juridique, mais il y a aussi, mais ça c'est valable dans tous les pays du monde et dans toutes les cultures, les inégalités de fait qui peuvent aller jusqu'aux violences physiques. Oui, toujours, bien sûr. Donc, je suis tout à fait d'accord. Hein. Puis là, il y a autre chose aussi, les adversaires politiques que vous aviez hier, c'est les mêmes aujourd'hui. C'est qui les adversaires politiques en fait? Ça reste l'État, c'est les partis politiques islamiques, c'est qui? Alors, les adversaires, voilà, ils sont nombreux, oui. Les adversaires sont nombreux dans le sens où c'est pas l'État, c'est, je dirais, les régimes successifs plutôt. L'État est censé garantir la citoyenneté pour tous les habitants de la nation. Donc, en fait, c'est plus un régime qui va créer de l'inégalité. Et c'est le régime est celui qui aurait pu, par exemple, le régime algérien aurait pu, profitant de l'élan post-indépendance, instaurer une loi égalitaire. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des réformes extrêmement importantes sous Boumedienne, des expropriations conséquentes, une industrie faramineuse, pharaonique qui a été mise en place. Mais au niveau du code de la famille, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a eu une incapacité d'avoir ce courage politique. Donc, il y a le régime dans cette non-volonté de d'adopter un texte égalitaire. Mais il y a aussi
Par exemple, ça on l'a vécu sous les années Bouteflika, quelque chose qui a entravé considérablement le mouvement des femmes, c'est toutes les restrictions, et jusqu'à aujourd'hui, les restrictions aux libertés publiques, aux droits associatifs, aux possibilités de manifester sous prétexte, bon, il y avait le terrorisme, mais parallèlement au terrorisme, comme ça s'est fait aux États-Unis et dans d'autres pays, on légifère de façon à restreindre considérablement les libertés publiques, ce qui font que tous les mouvements sociaux organisés ne peuvent plus agir comme avant. Et, dernier point, les associations qui composent le mouvement des femmes ne bénéficient d'aucun moyen, des moyens publics possibles. L'État ne dispense pas de subventions, d'aides, de locaux. C'est vraiment un effort des militantes qui doivent essayer de se débrouiller avec les moyens du bord, avec les dons, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et Sanhaja l'avait déjà abordé, c'est les conservateurs classiques, j'aurais envie de dire, par exemple les partis du pouvoir comme le FLN et d'autres, et bien sûr les islamistes. Les islamistes ne se sont jamais cachés qu'ils sont, et dans tous les pays du monde, qu'ils sont fondamentalement contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Que ce soit dans la loi ou dans la pratique, bien sûr, pour eux, il y a un rôle naturel des femmes et il y a une place assignée aux femmes, qui rejoint d'ailleurs celle de la tradition, mais ils sont contre l'égalité entre hommes et femmes. D'accord. Mais Sanhaja, si vous voulez bien rebondir sur la question justement et nous parler de la difficulté de constituer une association féministe en Algérie, quelles sont les difficultés qu'on rencontre réelles sur le terrain, parce que c'est quand même pas du gâteau. Vous êtes Sanhaja, elle est là? Oui, je suis là. Oui. Parlez-nous un petit peu. Oui, je reviens, mais je vais quand même dire un mot sur les adversaires. Oui. Les adversaires, d'abord, il y a beaucoup de femmes. Une grande ethnologue qui a dit les gardiennes des traditions, c'est les mères. On est d'accord. Mais pas que, parce que, encore une fois, si je le dis, c'est pour dire on est dans une société. C'est pas des blocs contre des blocs, etc. Moi, je me rappelle la grande manifestation quand on avait fait, nous, en 89-90, les grandes manifestations féministes. Le lendemain, le fils a sorti ses femmes. Et en toute honnêteté, elles étaient plus nombreuses que nous parce que Jaoul Kéran men kul bled, etc. Et on était malheureuses parce qu'on n'arrivait pas à comprendre qui fait j'ai et c'est la complexité de la chose. C'est la complexité de la chose. Pour faire un petit parallèle, c'est comme si on voyait quelqu'un Arbi, il votait Front National. Mais l'être humain est fait de complexité. Donc, notre rôle, c'est de déconstruire et d'expliquer et de transmettre un message, quand bien même notre message مش راح يقنع الناس الكل اللي عنده اقتناعات ايديولوجيه مش راح يغيرها. المهم هذوك اللي عندهم اقتناعات ايديولوجيه ما نقدرش نغيرهم ما بين الشمس وضحاها، بصح نقدر نطلب منهم غدوه يا خويا لازم تعطيونا عهد باللي ما تذبحوش النساء اللي ماهوش لابسين الحجاب، تعطيونا عهد اللي الا عادت المراه تخدم وتروح في الليل ما تذبحهاش اتسيتيرا. ها الاشياء اللي لازم نتكلموا عليها احنا في المجتمع. Ou les adversaires, Feriel l'a dit sur le pouvoir, qui pouvaient le faire parce que, notamment Boumedi كان يقول كلمة طيح كيما دارها بوتفليقة Bourguiba, mais ça n'a pas été parce que c'est un pouvoir qui a toujours été un pied dans la modernité, un pied dans le conservatisme, il fallait faire plaisir à tout le monde et ça n'a jamais abouti malheureusement comme ont pu faire les Tunisiens. Et puis une chose, c'est que ceux qui sont dans le pouvoir, en tout cas depuis longtemps, احنا نعرفوهم بعضنا احنا في الجزائر. L'avantage في الجزائر ما عندناش طبقات بزاف
ما كانش بكري اون اون تران دالي. الفرق هذا كيما مثلا في المغرب بنت القريب السلطان ما تعرفش وحده تقرا في الليسي قدامها، حنا كنا نعرفوا كل بعضنا. اون سي تري بيان كولاد اللي في الحكم يروحوا يقراو في باريس، عندهم ابارتمون في 5 ارونديسمون، وحنا يطبق علينا الكود دو لا فامي. بيان سور هو ما يهموش الامر، غدوه بنته تطلق يجيب لها افوكا صحيح تدي الدار، والقانون يولي من جهه بنته. Et c'est pour ça qu'ils s'en foutent, ils ne sont pas dans notre réalité du quotidien. Mais pas que. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais la vingtaine. On a été voir un parti, je ne veux pas nommer, l'un des plus grands partis démocratiques pour demander la parité. Je ne sais pas, Fériel, si tu te souviens, on avait demandé qu'il y ait la parité sur les listes électorales. On nous a rétorqué, le chef du parti en question, c'est pas un défilé de mode. C'est pas un défilé de mode. C'est-à-dire circuler. Ça, c'est un parti qui est d'un chef de parti qui revendique la laïcité, etc. C'est pour ça que j'insiste pour dire les adversaires des femmes, ils sont beaucoup plus nombreux parce que quand il y a l'intérêt politique ou même dans les associations et même dans les partis politiques, vous le savez tous comme moi, on a été dans des partis ou dans des associations, société civile, et bien les femmes, si on peut les mettre le plus de côté, باش يديروا سكوتش ويريبونديو في التليفون, le plus démocrate le fait. Heureusement qu'il y a beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes désertent les sociétés civiles, etc. Parce qu'il y a ce machisme qui les exclut. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut qu'on ait كتافك صحاح وتاخذ الدق باش تقدر تلقى بلاصه. Et je suis bien placée pour savoir de cette question-là, de comment, y compris les démocrates, peuvent écarter des femmes parce que ça leur pose problème que les femmes soient porte-parole de leur collectif ou de leur parti, etc. Donc, c'est la question des droits des femmes, de l'émergence des femmes, elle n'est pas, malheureusement, on n'a pas un seul ennemi, on en a beaucoup. La difficulté de s'organiser, ولا نعطي الكلمه للفريان ونعاود نولي ليا peut-être. C'est comme non, c'est comme vous voulez, il y a pas de souci, il y a pas de protocole, رانا نهضروا يعني sur les droits des femmes. Moi je pense que la difficulté de s'associer elle est propre à tout, c'est pas que les femmes. C'est pas que les femmes. C'est-à-dire اليوم في الجزائر كيما بعد ما خرجنا الملايين واحد يخرج برا يرفدوه. Et moi je sais que j'ai été le mois de février, j'ai fait le Hirak une année de Hirak là-bas, et ben les femmes, elles étaient quand même, elles étaient pas sécurisées. Elles n'étaient pas sécurisées, elles pouvaient pas circuler seules parce qu'on pouvait l'arrêter. Est-ce que voilà, donc il y a ce problème déjà de sécurité qui se pose. Il y a le problème de la loi des associations. La loi des associations qui de plus en plus veut avoir un contrôle direct et qui veut avoir un contrôle direct, c'est-à-dire on donne l'agrément les grablina, les سبقونا اللي عيطوا باش يناديو باش يصوتوا للانتخابات هذه اللي فاتت والجايه. On va leur faciliter la tâche, mais par contre اللي نشكوا فيهم باللي non ils vont être des opposants, on va leur mettre les bâtons dans. Mais ça c'est pas propre aux femmes, hein, c'est pas propre. Et puis un élément très important, les associations qui sont dans l'opposition ne sont pas soutenues. Et on le sait très bien que la plupart des militantes, malheureusement, c'est pas les milliardaires, c'est des khaddamat shaharat avec leur 40 000 dinars, يمدوا 2000 دينار باش يشريوا التمبر, باش يشريوا باش يبعثوا الفاكس منا, etc. Et ça c'est aussi un vrai problème. Et puis aussi, moi il me semble, et ça je prends pour moi, je pense que le manque de débat pendant 20 ans a fait qu'aujourd'hui la difficulté de débattre et d'accepter les divergences dans la société en général, chez les démocrates, mais aussi chez les femmes, c'est pas du tout évident. C'est un apprentissage qu'on est en train de faire, et le chemin va être lent. Oui, certainement, oui. Oui, Amel, tu voulais rajouter quelque chose, non, par rapport aux adversaires politiques ou... Je ne sais plus si elle est là, Amel. فريال.
Non, non. Moi, je pense que Sanhaja en a bien parlé. Alors, adversaire, il y a aussi les politiques, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs et il y a aussi les politiques menées qui sont d'ordre de la répression, Fariel, du on voit pas manque de votre... moyens, Fariel, etc. Parce que quand les femmes décident de s'organiser, eh Fariel, bien, elles ont réussi à Fariel, battre pas mal d'obstacles, à arracher malgré tout. Bon, on a l'air comme ça de décrire une situation absolument catastrophique, Fariel, on voit pas mais votre vidéo. Vous avez coupé oui, la vidéo. Ouais, c'est pour ça. ah d'accord. Ok, voilà, c'est Je bon. je m'étais pas rendu compte. Pas de souci. Oui, on Ok. a l'impression comme ça, mais il y a eu quand même des avancées. Le résultat de l'organisation collective des femmes, de se mettre en groupe, de s'exprimer sur la scène publique, de faire entendre par diverses actions collectives, que ce soit des pétitions, que ce soit des manifestations, que ce soit des lettres ouvertes, etc. On fait avancer. Bien sûr, c'est très lent, c'est très difficile à cause de tous les obstacles que nous avons énumérés, mais on fait avancer la question. Je vais prendre quelques exemples rapides. Par exemple, première question, le droit de vote. Aujourd'hui, on dit le droit de vote, il s'exerce normalement. Mais il a été très fortement menacé pour les femmes dans les années 89-90, puisque il y avait des dispositions qui faisaient qu'un homme il pouvait voter jusqu'à 5 pour 5 femmes. Il avait droit à 5 procurations et par exemple pour sa propre épouse, il n'avait même pas besoin de procuration, il pouvait voter simplement avec le livret de famille. Les associations de femmes ont dénoncé cette disposition et ont obtenu gain de cause. Le Conseil constitutionnel l'a abrogé, a supprimé le nombre exagéré de procurations. Une deuxième, ça a été la réforme du Code de la famille. Bien sûr, vous me direz, c'est pas extraordinaire. On est encore dans des inégalités flagrantes et pénibles, c'est-à-dire dont les femmes souffrent réellement. Mais par exemple, une disposition qui était socialement intolérable et qui a vu apparaître un phénomène qu'on n'avait jamais vu en Algérie, celui des femmes SDF, c'est le fait qu'une femme divorcée, eh bien, elle était exclue de rester dans le domicile conjugal. Elle prenait ses enfants si elle en avait la garde et elle était censée retourner chez son père. Mais il y avait des parents qui ne pouvaient pas héberger, surtout avec la crise du logement qu'il y avait et qu'il y a toujours en Algérie, qui ne pouvaient pas héberger leurs filles avec les enfants et donc elles se retrouvaient à la rue. Aujourd'hui, bien que certains arrivent à détourner la disposition, une femme a le logement garanti en cas de divorce jusqu'à la majorité des enfants. Bon, ça veut dire après, il faut qu'elle se débrouille, mais au moins avec des enfants mineurs, elle peut être logée par son mari. Alors bon, la loi est contournée, on les met dans des petits logements insalubres, pas chers, où on leur donne une misère pour le loyer. Troisième point, c'est celui des violences. Depuis des décennies, depuis surtout à partir de l'an 2000, les associations ont posé très clairement une question qui était littéralement taboue, c'était celle des violences faites aux femmes. Alors ça, c'est un phénomène universel aussi. Et pourquoi ça existe, ces violences faites aux femmes? C'est simplement parce qu'il y a une réalité, c'est que pour imposer la domination et cette hiérarchie dont on a parlé, eh bien, il faut l'exercer et la faire maintenir par la violence. Je vais à l'extrême de ces violences, c'est les féminicides. En France, par exemple, au moment où je vous parle, on en est à 88 femmes tuées depuis le 1er janvier. En Algérie, 44. Donc, les violences faites aux femmes ont été, grâce à l'action du mouvement des associations, du mouvement féministe algérien, ont été petit à petit,
ont été abordées, d'abord sous la forme du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel. Ensuite, depuis 2015, tout simplement du harcèlement de rue, des violences conjugales et des violences à l'intérieur de la famille, puisque des enquêtes en Algérie ont montré que l'endroit où une femme est le moins en sécurité, eh bien, malheureusement, c'est au sein de sa famille. C'est là où elle risque le plus de recevoir de coups. Alors, bien sûr, tout ça reste à perfectionner dans le sens où ça manque d'application, les femmes ont de la difficulté à porter plainte, c'est un peu comme partout, c'est-à-dire qu'il faut former les personnels de police, de justice, il faut aussi qu'elles soient soutenues. On a vu une femme, ça a été terrible, on a vu une femme qui était retournée dans sa famille, ça s'est passé il y a 1 mois et demi en Algérie. Elle était retournée dans sa famille parce qu'elle était battue comme plâtre par son mari. Donc elle est retournée et qu'est-ce que lui ont dit ses parents? Ils lui ont dit non, il faut que tu retournes chez ton mari. Et bien 2 jours après, il l'avait tuée. On a le cas de la jeune Shaima qui a suscité tant d'émotions en Algérie et même en France, puisqu'il y a eu une manifestation de solidarité, cette jeune fille qui avait été harcelée, qui avait porté plainte, qui avait été agressée, et quand il est sorti de prison, son agresseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué de la plus atroce des façons. C'est arrivé tout récemment. Donc, les associations s'expriment de plus en plus sur cette question, alors qu'il fut un temps, comme je l'ai dit, où le sujet était tabou et il était abordé ni publiquement, ni encore moins dans la sphère privée. D'accord, merci Feriel. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de foyer, il faut le dire, il n'y a pas de foyer, c'est-à-dire une femme qui est harcelée ou brutalisée par son conjoint, elle n'a pas où aller, tout simplement. Donc elle est obligée de subir, même si elle dépose plainte, elle est obligée de subir le harcèlement et la brutalité de son conjoint jusqu'au jugement et encore. Donc ça, il faut le dire, il y a vraiment un manquement de ce côté-là. Il y a des acquis, je pense quand même, ces luttes-là contre le code de la famille, les luttes des femmes algériennes en général, il y a eu des acquis, il me semble, font parler quand même. Elle en a parlé, Frielle, hein? Oui, elle vient d'en parler. Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, on appelle ça, c'est des réformettes. C'est des réformettes. Hélène, aujourd'hui, ce qu'elle dit, notamment sur le logement, parce qu'on est sur un truc important. Alors, je ne parle pas de l'obligation d'avoir le wali, comme on appelle ça, enfin, le tuteur. Un tuteur qui a changé par rapport à l'ancien. Il y a eu quelques réformettes et évidemment, t'as raison de le rappeler pour dire qu'on se bat pas comme ça. On se bat, il y a des acquis. Et moi, j'ai envie de parler par rapport aux choses positives. 2 choses que je mets en avant, c'est les féministes qui ont 20 ans moins que moi, c'est-à-dire quand moi en 89, 90 avaient 20 ans, celles qui ont 20 ans aujourd'hui, moi je trouve, qui ont l'âge de ma fille, de nos enfants, de Fariel et moi, elles sont un peu plus sûres de nous que nous, parce que beaucoup de ces femmes ont vu dans leur famille des cousines. Moi je sais, je suis un peu un modèle pour beaucoup de nièces, de cousines, et c'est important. C'est pour ça que moi je reviens toujours. Parce qu'on va me traiter peut-être que je ne suis pas une grande théoricienne, parce que la pratique pour moi c'est important. Parce que dans la pratique, on voit que comment tu te bats pour les droits des femmes, tu t'en sors, etc. Tu peux être comme modèle. Mais plus que ça, beaucoup sont, moi je connais dans le mouvement féministe, je ne vais pas les citer, mais leurs parents les soutiennent parce que leurs parents eux-mêmes étaient dans le mouvement féministe. Et ça, ce n'est pas rien. C'est comme ça. C'est aussi comme ça qu'on peut porter. Et je trouve que j'étais agréablement surprise quand j'ai passé une semaine la dernière fois dans la 3e rencontre à Tizé Rachid, de les voir plus à l'aise dans leur corps. Ça
ça paraît anodin, mais احنا لازم ندخلوا روحنا هكذا، ما لازمش لابوترين تاعنا تبان بالك ماناش لابسين حجاب مي في راسنا حجاب، لا ما لازمش كاش واحد يبان لا. جو تروف كو لي فام ça veut pas dire العرا وهذاك باش نتفاهموا، باسكو تمتم يقول تحوس هذا كان هذه الكلمه قلتها قالت صار هاجر لازم الناس كل تعرى. Pas du tout, c'est-à-dire d'être bien dans son corps. Parce que c'est je fais une petite parenthèse sur la façon de s'habiller, je peux vous dire que des filles hijabisées sont beaucoup plus excitantes que moi, les شعر الصباح نوض هكذاك نجري parce que ما عنديش الوقت نشط راسي etc. Donc c'est pas une question de s'habiller en décolleté ou quoi que ce soit, pas du tout, mais en tout cas elles sont bien dans leur corps. La deuxième chose positive que j'ai remarqué moi, c'est dans le hirak lui-même. Dans le hirak lui-même, moi je parle de Paris, mais je pense qu'en Algérie, on va pas me contredire, mais au début du hirak, je me souviens très bien, la place de la République, moi de fait, Wahab me connaît, ça fait 30 ans que je suis entre République Bastille et Chamaneuve, Constantine, j'ai dû faire toutes les guerres. Et puis t'avais plein de gens qui disaient ouais كيفاش ومراه وهكذا وصحاب هذوك واحد ضرب باقه شبه واحد ضرب باقه واسمو تجي نتايا تهضر معاه مراه تقول له دير. Et ben ça leur plaisait pas. Et petit à petit, ça fait bientôt 2 ans, ces mêmes personnes qui au début ne l'admettaient pas, ces mêmes personnes non seulement te reconnaissent, non seulement ont changé leur regard, c'est-à-dire les femmes, elles sont pas là juste ou comme je le disais tout à l'heure, certains plus modernes, scotch le téléphone. Et ben ces gens-là, et je pense même plus que beaucoup qui se prétendent démocrates, ceux qui nous fréquentent à la place de la République, beaucoup ont changé de vision sur la place des femmes. Parce que dans le quotidien, il y a des Sanhaja, des Lila, des Feiza, des Samia, des Rnima, des femmes qui sont dirigeantes sur la place politique. Et ça, c'est ça qui a changé beaucoup la mentalité de ces jeunes et qui nous font appel et qui nous respectent. Beaucoup, même certains nous font plus confiance dans les débats, dans les coordinations. Moi, combien de fois on m'a appelé pour me dire écoute Sanhadji, il faut que ce soit toi qui viennes présider la réunion aujourd'hui parce qu'il faut quelqu'un qui tient, etc. Et ça, c'est un grand acquis. C'est avec ces choses, ces petites choses qu'on va construire la grande démocratie où la place des femmes, où les femmes auront toute leur place. Ah, merci Sanhaja. Donc, ça serait bien du coup si on pouvait rebondir, si on pouvait rester sur cet aspect-là de militante. Comment on devient militante en Algérie? Comment on devient et comment on se bat? Hanan, juste avant. Moi, après, comment on se bat, je pense qu'il y a beaucoup du personnel, hein, il faut dire la vérité. Moi, je viens d'un milieu aisé, donc c'est pas le misériel et kharjitni باش نتفاهموا. Ce qui m'a fait sortir, c'est que quand moi j'étais à la maison, mon frère Kersa لازم انا اللي قريت نجي نغسل المواعن ونزيد نروح نشري في المارشي, c'est-à-dire je fais le triple emploi. Et ça, je vous assure, hein, j'étais petite, j'avais 10 ans, 11 ans, après 13 ans, 14 ans, ça a construit بلا ما قريت البوليتيك هذا sur un plan personnel. Je trouvais qu'il y avait une injustice. J'avais la chance d'avoir un père intellectuel qui était par ailleurs un des membres de Jamaïat Ulama Muslimin, hein, c'est pour vous dire toute la vérité. Et je lui disais mais je comprends pas pourquoi, etc. Et j'avais beaucoup de débats. Et puis un jour on tombe sur le livre de Gisèle Halimi, on tombe sur le livre de Simone de Beauvoir et on se rend compte qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Il y a des centaines, il y a des millions de femmes qui ont eu le même ressenti et qui ont voulu changer les choses. Parfait, oui. Donc, moi, je voudrais dire que Sanhaja a bien exprimé ça. Et le militantisme, il est au croisement d'un vécu personnel et de conditions favorables pour exprimer sa révolte personnelle. Par exemple, il y a une phrase
une jeune féministe qui anime une émission radio où elle reporte une phrase d'Assia Djebal où elle dit en Algérie même les pierres pourraient être féministes. Donc, mais il suffit pas de vivre un vécu d'exploitation, d'injustice pour être militante. Il faut par ailleurs des conditions assez favorables. D'abord, il faut ce que la société algérienne a réalisé, c'est-à-dire ce bond dans le secteur de l'éducation, ce bond des filles, qui fait qu'aujourd'hui à l'université algérienne, les 2/3 sont des femmes. Les 2/3 des étudiants sont des femmes. Donc, il faut avoir cet outil. Il faut avoir aussi un autre facteur favorable, c'est celui de son indépendance économique. Il faut aussi avoir le soutien plus ou moins explicite de sa famille, parce que à la différence de certaines féministes peut-être ailleurs, les Algériennes restent très attachées à leur société, à leur milieu familial, et souvent je le dis parce que j'ai réalisé des entretiens poussés avec des militantes, on voit bien qu'elles ont eu parfois de manière implicite, mais en tout cas, elles ont eu le soutien de leur mère, de leur père, et que c'est pas seulement leur vécu d'opprimé qui les a fait devenir des militantes. Et donc, c'est au croisement de ces facteurs que va surgir une militante et qui va croiser des femmes de sa génération et qui vont constituer des groupes. Alors, les groupes se constituent selon les affinités de certaines. Par exemple, au début du mouvement, il y avait celles qui agissaient dans les années 70, il y avait celles qui agissaient dans le milieu syndical, il y avait celles qui travaillaient au texte littéraire. Par exemple, il y avait une revue Présence de femmes qui s'attachait à travailler les textes de femmes, à faire connaître les personnalités historiques, la poésie, etc. Et il y avait celles qui étaient dans les partis politiques, dont on se méfiait parfois à tort, parce que grâce à elles, souvent, comme a dit Sanhaja, dans les partis politiques les plus démocrates, eh ben, la question femme n'est pas évidente et il faut que ce soit les femmes elles-mêmes qui la posent. Donc, quand ces femmes se retrouvent, eh ben, ça donne le mouvement dans une diversité, parfois même des divergences, pourquoi pas. Mais pour en revenir au Hirak, personnellement, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que a été réalisée une sorte de continuité, de transmission intergénérationnelle. Elle avait été entre les Moudjahidettes et la génération des féministes plus anciennes, ce que moi j'appelle les anciennes féministes, c'est-à-dire celles des années 70. La jonction s'est faite sur la question du code de la famille. Mais avec le Hirak, il y avait déjà des groupes, des collectifs qui se constituaient. Ils se sont montrés au grand jour et ils se sont développés avec le Hirak. Et avec le Hirak, on a vu cette jonction entre les Moudjahidettes qui restaient, par exemple comme Louisette et Rira Hariz et d'autres qui venaient rejoindre le carré féministe, les anciennes féministes, c'est-à-dire celles des années 70, et les jeunes qui venaient et qui reprenaient les revendications, par exemple celles sur le code de la famille, et sur les violences en y mettant beaucoup de leur énergie, de leur créativité. Et on sent, par exemple, quand on regarde, on discute avec elles, quand on regarde la manière dont elles s'expriment, etc., on sent un refus viscéral de la violence de rue, des violences verbales, des violences psychologiques qu'elles subissent, que notre génération a plus appris à subir, à faire le dos rond, parce que, on se disait, c'est difficile. Pour elles, c'est vraiment intolérable, et elles le disent, et elles le montrent. Et
elles ne sont pas dans le rejet des anciennes en disant bof, la loi ça sert à rien, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la société soit pacifiée, qu'on arrive à vivre paisiblement dans notre société, que je puisse aller à l'université sans être harcelée, que je puisse marcher dans la rue avec ma copine sans être embêtée, etc. Donc, elles sont et le lien s'est fait. On le voit bien on l'a vu puisque dans la continuité des premières coordinations des années 89-90, il y a eu les coordinations où toutes se sont retrouvées. Les jeunes comme les anciennes ont réussi à faire des textes communs, à exprimer leurs revendications communes. Et elles ont des positions politiques. Elles ont des positions politiques parce que très clairement, elles ont conscience que la domination sur les femmes, celle qui est exercée sur les femmes, en fait, elle participe de l'oppression politique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter, qu'il faut faire rentrer dans la conscience de toutes et de tous. C'est que la domination politique, elle a besoin que dans une société comme la nôtre, dans la société algérienne, eh bien, il y ait cette domination sur les femmes. Elle fait partie dans un schéma pyramidal de l'oppression politique. Et c'est pour ça que quand Sanhaja disait on ne peut pas se dire démocrate, on ne peut pas se battre pour la démocratie si on ne se bat pas pour l'égalité, c'est exactement pour cette raison. C'est parce que c'est un système. Le Chab, il a trouvé le mot de système. Les politologues en général n'aiment pas le mot de système. Mais quand on dit c'est un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a le régime et il y a toutes les composantes sur lesquelles il va s'appuyer, qu'il va articuler pour se maintenir. Eh bien, la domination, les discriminations faites aux femmes, les violences faites aux femmes, faire de ce groupe social un groupe dominé, ça participe de l'oppression politique en général. Ah, ben merci, ça mérite d'être clair là. Sanhaja, tu voulais dire que tu voulais ajouter quelque chose? Un dernier mot, parce que je crois qu'on a un peu dépassé notre temps. Un dernier mot, j'ai envie de dire que il ne faut pas que le mot féminisme fasse peur. Parce que le féminisme, encore une fois, c'est une pratique au quotidien. Moi, j'ai vu des milliers de femmes en Algérie, dès que tu leur dis féministe, et en fait, quand tu l'es, parce que c'est la famille, c'est des cousines, etc., quand je les regarde dans le quotidien, elles sont beaucoup plus féministes que des gens qui prétendent de l'être. Parce qu'elles ne vont pas se laisser faire. المرأة اللي في الخدمة ما تخليش الباترون تاعها يتعدى عليها سي اون فيمينيست. المرأة اللي في الشارع ما تخليش واحد يتعدى عليها سي اون فيمينيست. المرأة اللي راجلها يضربها في الدار وما تقبلش هذاك الشيء سي اون فيمينيست. المرأة اللي تربي وليدها وبنتها بالاحترام نتاع الانسان والانسانيه سي اون فيمينيست. يعني الفيمينيزم هو هذا الشيء، ماشي يشغل لا تيوري ويتخوفنا، ما تخوفناش. انا نعطي مثال قصير ونكمل الانترفونسيون تاعي. كنت انا جيتي une jeune enseignante à الحراش au moment où il y avait l'appel à la grève appelé par le fils. L'enseignement, une des revendications, c'était que les femmes retournent au foyer. Voilà, je ne me rappelle plus le texte exactement, je ne veux pas déformer. Moi, en tout cas, il y avait une question. Et bien, les femmes, tout le monde était gréviste dans cette école al-Harraj, parce que majoritairement, et puis j'ai pris des femmes en aparté, راكم ديروا في الاضراب باش تولوا للشوماج. بون الغدوه ولاو يخدموا، ما كان لا فيس لا ايديولوجيا لا والو، الواقع. Et c'est ça. Et pour moi, c'est un acte féministe, parce que دافع على حق باش تخدم على روحها. C'est ça le féminisme. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Le féminisme, c'est protéger une société. C'est une société apaisée. C'est une société où au contraire, parce que là, même ici en Europe,
vous le remarquez, les espaces, les espaces où c'est masculin pluriel, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence. Dès que ça devient mixte, ça apaise, les gens ils c'est-à-dire ils travaillent, etc. Ou l'ihtiram mutabadil. Et c'est ça le féminisme. Ah, merci Sanhaja. C'est parfait ce que tu viens de dire. Donc c'est l'affaire. De toute façon, c'est l'affaire de tous. Hein. On ne peut pas libérer la moitié de la société si la moitié de la société, voilà, n'intègre pas. C'est le combat de tous, d'hommes, de femmes, de tout le monde, quoi. Donc. Ben oui. Juste un exemple par rapport à nos camarades tunisiennes, parce que elles, les féministes tunisiennes, elles sont en avance. عندهم واحد الشعار مساواة النساء والجهات, c'est-à-dire les femmes et les régions qui sont exclues. Parce que Tunis, il y a beaucoup de droits, mais dès que tu sors من تونس العاصمة الناس ضايعة بالشر, etc. Et ça c'est important, c'est un slogan de l'association des femmes démocrates. يعني نختم القول تاعي باللي انه الفيمينيزم c'est l'égalité pour tous. Et ben justement, Sanhaja, il y a des gens qui attirent mon attention sur la situation des femmes dans les milieux ruraux, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de représentation associative souvent. Moi, je viens de Brouaguia, donc je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, c'est un peu plus loin que Médéa. Voilà, c'est une situation catastrophique, hein. C'est pire que... Voilà, moi, dans les grandes villes, on peut encore aller dans une association, on peut trouver de l'aide, on peut, mais dans les milieux ruraux, c'est vraiment très difficile. Donc oui, je pense qu'il y a encore du travail, hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire, le chemin va être rude, ça va être long. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, je vois même en Europe, hein, ils n'ont pas acquis l'égalité en quelques décennies. Hein. Le chemin a été long, le combat a été très long. Je pense qu'il y a eu des acquis et on peut encore avoir beaucoup plus d'acquis et jusqu'à avoir nos droits, l'égalité des droits. Parce que pour moi, je dis toujours, l'Algérienne, elle est citoyenne de troisième zone, même pas de seconde zone, parce que les secondes zones, c'est ceux qu'on appelle les alaya, voilà, les awaliya, des quartiers pauvres, des milieux ruraux. Alors là, la femme, elle est encore en dessous. Donc, il y a du boulot. Je pense qu'on va y arriver. Lamia, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a possibilité de mener encore le combat. Et... Oui. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut conclure le dernier mot. Merci. Réagissez, hein, ceux qui nous écoutent, qui nous ont suivis. Donc, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions. C'est aussi votre débat. Donc, ça nous intéresse aussi de savoir ce que pensent les gens, d'avoir des nouvelles informations. Voilà. Donc, réagissez. Merci. Donc, voilà, merci Sanhaja, merci, hein, merci Farid. Merci à vous. Donc, juste avant de quitter, je précise, c'est une première d'une série d'émissions, hein, donc qui seront consacrées à cette question d'égalité, parce qu'on sait bien que la démocratie se construit sur deux fondements, la liberté et l'égalité. Il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas d'égalité en droit, enfin une égalité juridique en femmes. Donc il n'y a pas de démocratie sans cette égalité qui est fondamentale. Et aussi, pour dire, c'est peut-être c'est un avis personnel, si on veut arriver à la modernité, voilà, la question de démocratie est essentielle. Et aussi, il faut associer la question de la sécularité, qui est aussi importante, et qui est liée aussi à cette question d'égalité juridique, parce qu'on sait bien que le droit algérien, surtout le code de la famille, est en partie inspiré par Sharia. Donc il y a tout ce débat sur la religion, la sécularité. Donc voilà, c'est des questions très profondes qui traversent la société algérienne et c'est comme ça qu'on peut arriver à construire cette Algérie vers cette Algérie moderne. Donc voilà, je donne rendez-vous pour d'autres émissions, peut-être Sanhaja, Frial, d'autres amis militantes qui vont passer, qui vont nous parler sur tous nos amis qui sont sur Alger ou là d'autres villes de l'intérieur, comme ça pour faire de l'interaction. Et voilà, et surtout vulgariser cette question du féminisme
On s'attaquera à l'aspect juridique peut-être la prochaine fois, voilà, l'aspect exactement. juridique, politique vraiment de la chose. Voilà, à chaque fois, on aura des invités différents, comme ça, on va éclairer, mais le sujet, il y aura une émission consacrée que pour ça. Donc, on profite des Merci. réseaux sociaux. Et voilà, je vous donne, voilà, je vous dis, voilà, à très bientôt. À bientôt. Ouais. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Merci Au à revoir. vous de nous avoir suivis. Merci aux gens de nous avoir suivis. Merci Fariel, vraiment. Et Sanhaja aussi, c'était super. Merci. Vos interventions étaient vraiment super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao. Donc voilà, avant de finir le live, donc je précise encore une fois, c'est une première d'une série consacrée à cette question de féminisme. Il y a d'autres émissions qui sont consacrées à la question de la sécularité. On a déjà fait une avec le professeur Lahouari Addi et l'islamologue Saïd Jabel Khil, que vous pouvez retrouver juste en bas dans le fil de l'actualité ou sur le site, sur la partie vision. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre format d'émission qui est un format de débat. Donc voilà, sur Prisma, on essaie d'organiser des débats contradictoires. Mais demain, ce sera un débat un peu particulier. Si on aura deux invités, ce qu'on appelle des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc il y aura Didi Mbri, qui est un influenceur qui fait beaucoup de live et très suivi, qui parle sur des sujets politiques de la société. Euh, qui sera euh, qui va débattre, voilà, je voulais dire, qui va débattre avec un autre influenceur, aussi sur les réseaux sociaux, mais autrement. Euh, Vous connaissez tous le pure player, le Manchar, donc voilà, c'est Nazim Beya qui est le fondateur et le principal animateur de ce pure player, et aussi il est très très suivi sur son mur, donc de par ces petites phrases quotidiennes qui font réagir, mais qui sont très très profondes par rapport au message politique voilà, qu'il transmet. Donc demain, on aura ce débat assez particulier entre deux influenceurs, mais vendredi, on aura notre débat contradictoire entre une militante qui vit au Canada, très engagée, c'est Fatiha Razi, qui va débattre avec Hachem Sassi, qui est avocat engagé en Algérie, qui fait partie de la dernière initiative Massar Jadid. Donc il y aura un débat assez intéressant à voir. Et, et voilà. Et le samedi, on aura une autre émission, je vous donnerai rendez-vous et vous trouverez toutes les infos sur la page, et toutes les émissions sont enregistrées, sont rediffusées sur le site. Merci à vous et à très bientôt.